Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté, j'espère que tout le monde va bien et toi également, j'espère que tu vas bien. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Donc je veux d'abord vous demander de partager, liker et de parler de la page autour de vous. Donc voilà l'histoire, je vais essayer de faire court et plus rapidement. Je suis à Douala et j'allais dans une église à un moment. Et puis, dans cette église, il y avait un frère qui était dans le protocole de l'église. Un bel homme, hein, bien costaud, bien. Et puis, il avait été marié avant, et puis il avait divorcé. Et puis, personne ne savait réellement pourquoi il avait divorcé. Et puis, il y avait une autre jeune fille à l'église qui voyait dans son cœur et convoitait le monsieur. Et puis, elle a parlé à une autre personne, elle a dit à la personne à l'église que vraiment le frère là, il est beau, pourquoi il ne se remarie pas et puis et tout et tout. La soeur dit, ah, moi je m'entends bien avec lui, si tu veux, je vais discuter avec lui, je vais parler de toi et puis vous allez essayer de faire connaissance et tout. Ok, comment dire, la fille dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que la dame va voir le monsieur, dit voilà, il y a telle jeune soeur qui s'intéresse à toi, voilà, voilà. Et puis ils commencent à se fréquenter, le courant passe bien, ils sortent, ils vont au restaurant, ils font tout va bien. Hein? Et le frère décide de se remarier. Et puis s'est remarié avec la fille en question. Voilà. Le jour après le mariage, maintenant il faut consommer le mariage. Le monsieur, il dort à côté de la dame, il ne fait rien. Premier jour, deuxième jour, la fille demande, elle-même elle est dépassée que je suis le pot de fleurs ici. Genre, tu es seulement trop holy, donc tu ne veux pas me toucher, quoi. Après, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit non, tu savais tous ces tracas, on a dépensé, et puis tout, il faut que je me repose, il faut qu'on soit à forme, tu vois, tout. La fille dit ok, il n'y a pas de problème. Un jour, un soir, le monsieur rentre du boulot avec une boîte de Nestlé. Bon, Nestlé, le lait là, la grosse boîte. Il donne à la fille, à la soeur, il dit à la soeur, tu peux boire, ça va te faire beaucoup de bien. La soeur demande et que celui-ci me donne la boîte de lait. Je fais quoi avec lui? Elle dépose la boîte de lait là-bas. Et il lui dit que non. Alors ils vont dans la chambre, commencent à faire les choses, font les choses des mariés. Quoi. La fille sort le matin. Elle ne parle pas. Au bout d'un mois de mariage, bon, elle a supporté, elle s'est dit non, ça doit être l'abstinence. C'est peut-être pour cela qu'il est trop en forme, quoi. Au bout de 3 mois, la fille repart voir le pasteur, dit au pasteur que, pasteur, tu n'as rien remarqué sur moi. Le pasteur dit, je remarque quoi, tu t'es marié et puis, comment ça se passe? La fille dit au pasteur que tu ne vois pas que je suis pâle. Le pasteur dit, pâle comment? Je vois que tu es en forme, tu t'es marié, dit non. Le mari là, le gars là, ce n'est pas un être humain. La fille raconte en fait que quand elle entre dans la chambre avec son mari, si c'est à 20h qu'il rentre du travail, ils mangent, ils entrent dans la chambre. C'est jusqu'à 6h, 6h30. Le gars ne s'arrête pas. Et c'est pas comme s'il est fatigué un moment et puis il ne s'arrête pas.
Ça, et c'est de lundi à lundi. De lundi à lundi. Donc, c'est pas qu'il est fatigué un moment, il va dire non. Il est performant comme, je sais pas. Et la fille dit que même physiquement, en ce moment-là, il n'est plus comme un être humain, en fait. Donc, le pasteur dit, ah, tu sais combien de mariés viennent se plaindre ici que le mari, ils sont pardon, va célébrer, va dire merci, et puis continue ton mariage. 6 mois de mariage, la fille revient toute pâle, mais là, maintenant, le pasteur lui-même, il a vu que sa fille était déjà pâle, quoi. Donc, la fille dit au pasteur qu'à l'heure, c'est là, moi, je pars. Je ne peux plus continuer. Je vais mourir entre-temps. Je ne sens même plus mes jambes. Des fois, il y a les matins, j'arrive même plus à marcher. Donc, le pasteur appelle le monsieur. Il dit au monsieur, voilà la situation. Ah, le monsieur dit au pasteur que, pasteur, tu sais que moi, je t'aime beaucoup. Je suis à l'église, je sais. Tu vois, je ne dérange pas. Mais pour l'autre, là, il faut laisser. Le pasteur dit, non, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Qu'est-ce qui... Il part. Après, le pasteur se met à prier et puis là, il a des révélations. Il appelle le monsieur, il dit que, en fait, j'ai reçu que ton grand-père avait fait un certain nombre de choses. Et le garçon répond tout simplement que oui. Mon grand-père était comme ça. Mon père était comme ça. Et moi, je suis comme ça. Je ne compte pas changer. Je vais divorcer autant de fois qu'il faudra, mais je ne veux pas, parce que le pasteur a demandé qu'on prie pour enlever cet esprit. En fait, ce qui se passe, c'est que son père avait fait une alliance avec les esprits. En fait, il avait pris, son grand-père, en fait, avait pris l'esprit de gorille. En fait, je ne sais pas quel genre d'initiation ils ont fait, mais il avait... une alliance avec en fait c'est quoi, ils avaient une force de gorille en fait, et c'était même que s'il doit te frapper, chance que c'est un garçon très doux, mais s'il doit te frapper, il va te frapper, on va croire que c'est le camion qui est passé sur toi, et même physiquement, pas seulement sexuellement. Donc c'était ça, il avait, mais naturellement il était très doux, mais dans ces moments-là, quand il était déjà, c'était comme s'il était possédé en fait. En fait, il était possédé parce que c'était un esprit, l'esprit de gorille qui était en lui en fait. Donc, c'est ça qui s'est passé. La fille a décidé de quitter le monsieur. Et parce que le monsieur a dit qu'il ne veut pas lâcher cet esprit, qu'il aime cet esprit. Et puis voilà. Donc, c'était ça ma petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, ce que je veux dire, c'est... Des fois, on est pressé de se marier. C'est une bonne chose, hein? Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais vous savez, le mariage, c'est pour toute la vie. Ça veut dire que avant de vous marier, prenez le temps de prier, de prier énormément et se rapprocher des personnes aussi qui ont, surtout des personnes âgées, qui ont nos mamans qui ont... Il faut être ouvert, parler, parce que avoir ce genre de surprise, ce n'est pas... J'ai plusieurs histoires dans ce sens, hein. J'ai plusieurs histoires comme ça. Je reviendrai pour d'autres histoires. Parce que moi, étant en contact avec... J'ai grandi à l'église, donc on a pu voir beaucoup de choses. Donc voilà, c'était un peu ça mon histoire. J'espère que vous avez aimé. Ciao. Merci beaucoup pour l'histoire et là, on passe à la deuxième histoire. DMG, bonjour. Bonjour à toute la communauté DMG, les auditeurs de DMG, je vous salue. Je viens de me rappeler d'une histoire qui nous était arrivée. Quand je dis nous, c'est ma petite sœur et moi. On était encore toutes jeunes. Donc, moi, je suis partie de la maison de mes parents assez tôt parce que comme j'ai accouché étant toute petite, j'ai accouché, je n'avais même pas encore 15 ans, je devais fêter mes 15 ans. Ce qui fait que mon père m'avait fait émanciper à l'époque. Donc, du coup, moi, je suis allée vivre chez moi. Mais entre-temps, je sortais avec quelqu'un qui ne vivait pas dans la ville où vivaient mes parents. Donc, je suis allée vivre à Douala. En vivant à Douala, ma petite sœur a eu des problèmes à la maison avec mes parents. Donc, elle est venue à Douala. Quand elle est venue à Douala, elle s'est d'abord inscrite à l'école en habitant chez moi.
Et après, elle est allée vivre chez elle. Elle a pris son petit appartement. Quand on dit appartement, à l'époque, c'était une chambre. Donc, voilà. Mais on n'était pas si loin l'une de l'autre. Moi, je vivais, je vais dire, on vivait tous. Moi, je vivais à la nouvelle route cité et ma petite sœur, elle vivait à la cité SIC, Bassa. Donc, elle allait à l'école, tout se passait bien. Elle a commencé à sortir avec un monsieur. Elle sortait avec ce monsieur, elle me l'a présenté, le monsieur était gentil, sympa et tout, il s'occupait bien d'elle, bref, il payait tout ce qu'il fallait payer pour elle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc un jour, ma petite sœur, ne restant pas tranquille, ce monsieur, il vient, il dit à ma petite sœur, je vais voyager, je vais aller sur Yaoundé. Il faut que tu m'accompagnes à Yaoundé. Ma petite sœur, elle avait un autre programme. Elle avait un autre programme et ce même programme, c'était à Yaoundé. Donc, elle disparaît. Et au moment où elle disparaît, le gars avec qui elle sortait commence à la chercher. Il la cherche, il cherche ma petite sœur. Il la cherche, il est venu demander chez moi si ma petite sœur était là. Je lui ai dit non. Il la cherchait partout. Il voulait absolument voyager avec elle. Quand il est venu chez moi, moi aussi j'étais à l'école. Donc, il est venu jusqu'à mon école. Il arrive, il me demande, il demande à me voir. Je sors, il me dit, où est ta petite sœur? Je dis, mais ma petite sœur elle n'est pas à la maison. Il me dit, non, je savais qu'elle était à la maison, mais là, elle n'est pas à la maison. Elle savait que je devais voyager, on devait voyager ensemble aujourd'hui, machin. Il s'est mis à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, il fallait absolument que je voyage avec elle. Bref, il a expliqué le truc. Et ma petite sœur, je ne m'avais pas dit qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre lui a proposé d'aller passer 2 jours à Yaoundé. Donc, elle est partie à Yaoundé. Elle m'a dit qu'elle est allée en famille, mais que je ne devais pas dire à son copain. Elle est partie à Yaoundé. Elle est revenue de Yaoundé. Elle pensait pouvoir revenir assez tôt pour que quand son gars viendra la chercher pour aller sur Yaoundé, elle sera à la maison comme si elle n'était pas déplacée. Mais sauf qu'ils ont traîné en chemin. Donc, quand son gars la cherche, il devait quitter Yaoundé au plus tard à 9h30. Le gars était mais vénère. Il était dans tous ses états. Donc, il finit par prendre la route de Yaoundé. Il s'en va. Moi, je sors de l'école. Bref, j'arrive à la maison. Je me pomponne et tout. Et pendant que je suis chez moi, je vois la meilleure amie de ma petite soeur qui arrive. Elle me dit, elle est où? Gisèle. Je dis, mais Gisèle, c'est à toi que je devrais demander. Il me dit, est-ce que tu sais si Gisèle a voyagé avec Marc? Je dis non, je ne suis pas au courant. Parce que Marc est venu demander Gisèle pendant que j'étais en cours, mais je lui ai dit que Gisèle devait être soit à la maison, soit avec toi ou quelque chose dans ce genre. Elle me dit, parce que Marc a eu un accident grave juste après le pont de la Dibamba. Un accident grave. Au moment où j'essaye d'enfiler un vêtement pour essayer de sortir, je vois arriver vers chez moi en pleurs, ma petite soeur. Sandrino, Sandrino, Sandrino. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je revenais de Yaoundé avec mon nouveau gars. Quand on arrive près du pont de la Dibamba, on voit qu'il y a un accident de circulation grave. Les voitures ralentissent, on s'arrête pratiquement. Quand je regarde, je reconnais la voiture de Marc. Et j'entends les commentaires qu'il n'y a aucun survivant dans ces 2 voitures. Ma petite sœur est rentrée, elle est allée chez Marc parce que la famille du garçon la connaissait.
d'après ce qu'ils avaient prévu, le gars devait aller faire la dot et tout ce qui s'en suivait. Mais il n'était pas encore connu en famille. Mais lui, sa famille connaissait déjà ma petite soeur parce qu'elle passait des week-ends là-bas. Et comme c'était un gars qui vivait pratiquement avec les membres de sa famille, donc les gens de sa famille connaissaient ma petite soeur. Et quand ma petite soeur déboule chez lui, son petit frère vient en courant vers ma petite soeur. Oh Gisèle, oh Marc est mort. Oh Gisèle, oh Marc est mort. À qui on demande d'aller identifier le corps de Marc à la morgue, ma petite soeur. Alors, au final, on a su après sa mort, c'était un gars du centre aussi, mais du côté comment on appelle, du côté de Bafia là-bas. Apparemment, il était entré dans un truc pas bien et on lui demandait des sacrifices. Donc, ma petite sœur devait partir avec lui. Elle aurait été la chèvre du sacrifice. Ou alors, ils seraient morts tous parce qu'il y avait lui dans la voiture, il y avait un de ses amis et il y avait la petite amie de son ami. Donc, ils sont morts tous les trois sur le coup. Il n'y avait personne qu'on pouvait ramasser. Personne. Bon, bref, je viens de penser à cette histoire. Alors, les filles, ça aussi, c'est... Tu peux vivre avec un gars parce que ça faisait quand même 3 ans que ma petite sœur était avec Marc. Mais on allait déjà aller faire la dot et tout. Mais bon, voilà. Je ne loue pas ce que ma petite sœur avait fait, les jongleries des filles. Voilà, on était jeunes, on faisait toutes des bêtises, mais bon, voilà. Faites attention quand même, sécurisez-vous, regardez comment les choses se passent autour de vous. Et elle m'a dit, ma petite soeur, que son cœur ne lui disait pas de faire ce voyage avec Marc. C'est pour ça qu'elle a même accepté l'invitation du monsieur pour aller sur Yaoundé. Bonne soirée à vous, likez, partagez, que ces histoires continuent de nous édifier. Bonsoir DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. DMG, je viens ici raconter une histoire racontée par une ex-ninja de l'Ouganda. La famille, vous savez, il n'y a que ninja, c'est sorcière, non? Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit qu'en fait, dans leur confrérie, elle appartenait à une branche, la branche des chasseurs. En quoi consistait son boulot? Elle se rapprochait des campus universitaires et se liait d'amitié avec les jeunes filles innocentes là-bas. Et pendant qu'elle était amie, copine avec, elle était la copine qui était toujours prête à tendre la main. Donc, si une fille avait besoin d'argent pour faire quelque chose, elle était prête à donner l'argent. Si parfois elle sortait les filles dans des endroits huppés, des restaurants, des clubs et tout ça. Et pendant qu'elle le faisait, elle prenait le plus de renseignements possibles sur les jeunes filles. Donc, qui est jumelle, qui est née avant ou après les jumeaux, qui est vierge, tous ces trucs-là, vous comprenez un peu. Alors, quand elle le faisait, pendant ce temps, elle avait un carnet de clients. Quand les membres d'autres confréries ou bien des loges venaient lui demander, par exemple, une fille vierge, l'un de ces trucs-là, elle était prête à livrer la marchandise. Et comment est-ce que l'une des façons pour livrer la marchandise, excusez-moi des termes, mais j'utilise ces mots à elle. Excusez-moi, je sais qu'on parle des êtres humains, mais il faut que j'utilise ces mots à elle. Alors, quand il fallait livrer alors la proie, l'une des manières qu'elle utilisait, elle invitait par exemple les filles en discothèque et elle louait un salon. Et quand, imaginez un peu, si elle louait le salon numéro 5, elle communiquait le numéro du salon aux clients. Et les clients allaient louer le salon numéro 4 ou le numéro 6 pour être voisins des filles. Donc, vous arrivez au club, là, vous asseyez, vous êtes en train de joker, n'est-ce pas? Il y a un groupe de beaux hommes là qui viennent, ils sont juste près de vous. Vous voyez un peu, ils sont vos voisins. Donc, les filles, elles voient des gars frais, ce sont des gars parfois même connus et tout ça. Les gars viennent, ils leur envoient aussi des boissons. Petit à petit, ils commencent à venir aussi dans votre salon, inviter une, deux à danser. Les filles baissent la garde, n'est-ce pas? C'est alors comme cela que les téléphones sont échangés et les relations continuent plus loin. Plus tard, alors, tu entends qu'on a trouvé le corps d'une fille à gauche, on a trouvé les asticots dans le ventre de quelqu'un.
telle fille est morte et tout ça parce que peut-être le gars qui a besoin, par exemple, de donner sa maladie à quelqu'un d'autre l'a fait, d'échanger sa maladie avec la santé de quelqu'un d'autre l'a fait. Le gars qui a besoin de prendre la vie de quelqu'un d'autre et te donner sa mort, il l'a fait. Le gars qui a besoin de livrer une vierge, il a la vierge. Donc, les enfants, pardon, faites très attention. Et surtout, nous les parents, prions pour nos enfants. Pas seulement les prières de bénédiction, non, aussi les prières de malédiction. On maudit ceux qui osent toucher à nos enfants. S'il vous plaît, ces prières-là, vous vous rendez compte dans les histoires que nous entendons ici, ça couvre nos enfants. Les esprits couvrent, les anges couvrent nos enfants. Donc, prions pour nos enfants, s'il vous plaît. Le monde ici ce n'est pas ce qu'on voit avec nos yeux là. Passez une bonne journée et que Dieu nous vous bénisse. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Allô, bonjour, bonsoir à la grande famille DMG. Likons, partageons, publions et activons la cloche de notification pour ne pas rater certaines histoires qui viennent, car elles sont vraiment poignantes et elles peuvent sauver des vies. Que Dieu vous bénisse tous. C'est encore Léonidas, votre jeune frère. Voilà. Et précédemment, j'avais déjà tiré le chapeau à Sagesse de Paul pour son appréciation, son histoire et surtout, disons surtout, sa remarque qu'il avait fait disant que tout un chacun de nous a un don que Dieu a bien voulu nous laisser. Et c'est ainsi que moi, personnellement parlant, j'ai disons, pris acte de mes songes, de mes rêves, disons. C'est un peu appelé comme ça, des rêves lucides, des songes, des visions nocturnes et autres. Ça peut les appellations. Bon, mon histoire est la suivante. Disons que nous étions en 99, presque en l'année 2000. Voilà, en 99, j'ai par le biais d'une camarade connu une certaine église. Vous savez, les églises, les gens ne portent pas les chaussures, ils s'habillent en tout blanc, qu'on appelle les églises célestes. Je crois que l'homme de l'ombre avait déjà parlé de cette église dans une de ses appréciations. Dans cette église, ils sont dotés d'un don particulier qu'ils appellent la vision. Tu y vas, vous priez. Ce que j'ai remarqué, c'est que eux, leur manière de prier est vraiment différente de toutes les autres églises. Et c'est ce qui m'a attiré et je suis entré, j'ai commencé à prier jusqu'à me faire baptiser. Et là, j'ai commencé à prendre part aux séances de vision, prédication et à beaucoup d'autres choses. Il faut noter qu'au préalable, je ne suis pas là pour faire la publicité des églises. Et non, pour moi, les églises, c'est valable. Ça dépend qui la pratique. C'est un peu comme les arts martiaux. Donc, moi, personnellement parlant, j'arrive dans cette église pour la première fois. C'est bon. Bien avant d'y arriver, ma petite amie arrive à la maison. Elle s'est mise à pleurer. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, non, il y a mon visionnaire qui m'a fait une vision en disant que il y a ma mère qui va perdre son frère. Et c'est l'unique frère qu'elle avait. Et donc, ça me chamboule. C'est la seule personne qui est vraiment gentille avec lui. Il dit, mais attends, toi, chez toi, il y a quelqu'un qu'on appelle visionnaire qui se met à dire des trucs ou des bêtises comme ça. Donc, pour moi, je voulais aller tester pour voir si c'est vraiment vrai. Il dit, bon, écoute, tu ne peux pas m'envoyer là-bas pour que je voie un peu parce que je venais d'une autre église, en disant. Je venais d'une autre église, encore ce qu'on appelle les églises protestantes, là. Donc, pour moi, en son temps, ces gens, ça, c'était des sorciers, c'était bon, on les mettait comme disait la sœur, c'était des ninjas. On les mettait dans la même casserole que les gars de la Rose Croix mort ou des francs-maçons, disons, en son temps. Bon, je dis, bon, tu peux m'accompagner, je vais aller voir ton visionnaire là qui a osé te dire des trucs comme ça. Il n'y a pas de problème, tu veux dimanche, tu me suis. C'est comme ça, dimanche, on y va. J'arrive, on dit, enlève tes chaussures. Mais c'est quoi cette merde? J'enlève mes chaussures, je rentre. On finit le culte. Ce qui m'a émerveillé, la chorale, les manières de chanter, les manières de prier, vraiment, ça m'a touché. Et les manières d'adorer le Dieu vivant, les dieux, vraiment, ça m'a touché. Il dit, ok. À la fin du culte, on me dit, non, ceux qui sont là pour la vision, mettez-vous ici. Après ça, les autres peuvent partir. C'est quoi tout ça? Bon, on va se mettre, on va voir un peu ce qu'ils veulent. Et je m'assois. J'attends mon tour. Et je vais aller un peu plus vite parce que l'histoire est un peu longue avant d'arriver à ce pourquoi je suis là. Et comme ça, il y a un papa qui vient. Il me prend et il me fait une vision. Et il me dit, tiens, mais bien avant de me faire la vision, les deux petits visionnaires qui étaient là en son temps, ils chantent, ils prient, ils se concentrent parce qu'ils disent ils se concentrent. Ça veut dire que c'est mettre dans l'état d'esprit secondaire pour pouvoir voir quelque chose sur toi. Et ils ne voyaient rien. Ensuite, le chef visionnaire arrive et demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je vous vois en train de prier, qu'est-ce qui se passe? Et non, papa,
on ne voit pas, on ne voit rien parce qu'il est voilé. Et le papa qui dit, le monsieur, le visionnaire, chef visionnaire qui dit, mais attends, il est quoi? On dit non, il est voilé. Et lui qui dit, qui est-ce qui peut être voilé devant Dieu? Car il est le Père éternel. Est-ce que vous avez demandé à l'Éternel de l'autorisation avant de lui faire sa vision? Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai dit, mais c'est quoi tous ces codes d'autorisation, de quoi ceci, cela? Et c'est comme ça, il commence à prier, et il demande à l'Éternel, Seigneur, autorise-nous, que voici ton jeune frère qui est là, ton jeune fils qui est là, ton enfant qui est là pour savoir sa vie, tout ça. Donne-nous l'autorisation de percer, déchire le voile comme tu l'as fait dans le temps. Quand ils ont fini de prier, ils sont rentrés. Je peux dire, ils sont comme communément dit l'Ivoirien, ils ont Dieu dans moi. C'est ça. Les Ivoiriens comprendront, ils ont Dieu dans moi. Ils ont commencé à parler. Celui a dit ça, celui a dit ceci, celui a dit ça. Après, le papa, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Après, le papa est venu, il me dit, écoute, toi, vraiment, ton esprit est tellement fort qu'à ta naissance, ça a alarmé tous les autres sorciers du village. Tellement ton étoile était fort. Et ils ont essayé de l'arracher, mais ils n'ont pas pu. Donc, tout ce qu'ils ont pu faire, c'était seulement la salir. Et tes yeux servent actuellement de phare pour les trucs obscurs. Donc, prie. Tu portes des lunettes? Il dit oui, depuis la classe de 4 heures. Il dit, tu vois, c'est ça. Donc, prie pour que Dieu. Mais je suis en train de te dire, c'est le papa qui dit ça, hein, le visionnaire, le chef visionnaire qui dit, il dit, je suis en train de te dire que tu as l'intention de faire un voyage sur Abidjan. Moi, j'étais à Mans. Il me dit, eh bien, quand tu vas aller à Abidjan, tu vas croiser ta grand-mère là-bas. Elle est là-bas et t'attend. Pourquoi? Parce qu'elle est venue spécialement pour t'empêcher d'avoir le bac. Et de surcroît, elle utilise genre tes yeux, tes pieds pour pouvoir se mouvoir. Et tiens donc que quand son seul objectif, ce pourquoi elle est venue, bon, disons, c'est-à-dire que sa raison d'être venue à Abidjan chez ta mère, c'est simplement pour dire qu'elle est venue se faire soigner parce qu'elle a mal aux yeux, elle a mal aux pieds, tout ça, pour que ta maman l'envoie à l'hôpital. Donc, elle quitte le village pour Abidjan, Bingerville, soyons sûrs, Bingerville, juste pour t'attendre et t'empêcher d'avoir le bac. Il dit, en bon. Bon, au début, moi, comme je vivais seul, j'ai trouvé ça bizarre. J'étais en classe de première C. Donc, les vacances arrivent, j'ai fini avec l'église, tout ça, ma petite amie dit, ouais, tu vois, c'est comme ça, c'est rentré sorti. Il dit, mais attends, c'est quoi? Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est pas que c'est faux, hein, mais c'est seulement pour ma grand-mère que je ne sais pas. Et ils avaient encore dit une chose, qu'ils disaient, que tiens, je vois un dessin dans ta famille, c'est une femme qui a déjà été mariée et qui a des enfants, qui a un enfant, mais elle va décéder. Il dit, mais quoi? Il me dit, oui. Mais il faut que, mais si un jour je l'interromps, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, non, il faut que ça arrive pour que certaines choses s'accomplissent. C'est-à-dire que Dieu permet que ses ennemis l'atteignent pour que certaines choses se décantent. Et ta famille va te dire merci. Bon, ok. Nous sommes en train de parler de la mort de quelqu'un. Bon, peut-être c'est quelqu'un de loin, on peut comprendre. Mais si c'est quelqu'un de proche, ça va forcément faire mal. Bon, il avait dit ça. Ce sont ces deux trucs-là qui m'ont vraiment touché. C'est-à-dire que le départ de ma grand-mère qui m'attendait là-bas et le décès de la personne qui m'était chère, qui était proche, qui devait... Donc moi, je pense forcément penser à ma mère qui était mariée, après elle divorcée avec mon père. Je me suis dit que c'est forcément elle. Donc déjà, j'ai pleuré. Donc je comprenais maintenant pourquoi ma camarade elle pleurait quand elle venait chez moi. Il dit, mais ces gars, c'est des sorciers, quoi. Non, moi, je brille ça, c'est quand t'es sorti, je brille ça dans le sang de Jésus, voilà. Bon, les vacances arrivent, je prends mes clics et mes claques pour Abidjan. J'arrive à Abidjan et je croise la grand-mère. Donc, elle fait tic. Voilà une des paroles qui vient de s'accomplir. Je dis, mais attends, c'est quoi? C'est une blague ou bien? Bon. Et il y a une de mes grandes sœurs, celle que j'appelle ma petite maman, qui était dans un village à Nîmes, où elle a croisé un monsieur qui était instituteur comme elle. Ils ont eu un enfant, mais par la force des choses, l'enfant est décédé. Ouais, l'enfant est décédé. Ça m'a vraiment fait mal. Ça, c'est une autre histoire que je vais vous raconter plus tard. Et elle aussi, elle était là. Et ma grand-mère était là. Donc moi, je suis venu pour faire le bac. Donc j'avais carrément changé, puisque... Alors, ça encore, c'est une autre histoire que je vais vous raconter plus tard, parce que étant en Mans en première C, les choses sont passées en vinaigre. C'était la première fois que je suis dernier de la classe, donc, disons, avant-dernier de la classe. Moi qui étais si intelligent. J'étais avant-dernier de la classe, donc je me suis fait renvoyer même. Ce qui fait que je suis reparti à Abidjan. C'est ce pourquoi je suis parti à Abidjan, c'était pour refaire la classe de terminale. Mais au lieu de faire la terminale C, j'ai décidé de faire la terminale D. Parce que ma grand-sœur me disait, écoute, mon petit,
J'appelais ma petite maman parce qu'elle s'occupait de moi. Même étant avec ma maman, on vivait ensemble là. Elle s'occupait de moi, tout ça. Donc, elle me disait, t'inquiète, le bac, c'est le bac. Quand tu vas voir ton bac, ils vont pas te demander c'est quelle série. Ils vont te demander, est-ce que tu as eu ton bac? Et quand tu vas dire, oui, j'ai eu mon bac, peut-être que ceux qui veulent aller plus loin vont te demander, tu as eu combien de points? Ou c'est quelle série tu as fait? Et sinon, la première des choses qu'ils te demandent d'abord, c'est est-ce que tu as eu ton bac? Donc, le bachot, chez nous, on appelle ça comme ça, le bachot, c'est vraiment quelque chose. Donc, peu importe la série, prends ton bachot, puis c'est bon. Donc, accepte de faire la D. Regarde, moi, j'ai fait la D. Il dit, OK, je ferai la D, grande sœur. C'est comme ça, on m'inscrit à Golgotha. On avait une école qu'on appelait Golgotha. Ceux qui sont de Benjerville savent, Saint-Cyril, Golgotha. Du coup, j'ai commencé à faire le bac là-bas. Bon, j'allais. Et pour un élève, communément, les gens qui sont en première C, ils le savent. Quand tu fais la première C et que tu vas en terminale D, la terminale D, pour toi, en tout cas les maths, physique, tout ça, c'est absolument rien. Tu peux peut-être flancher un peu sur les sciences naturelles. Et c'était un peu mon cas. Mais je m'en sortais parfaitement. Il y a des cours, même quand le professeur commence à écrire au tableau, bon, je ne vais pas me glorifier où, mais j'étais des fleurs. Mais disant, nous, on avait des techniques pour pouvoir aller plus vite. Surtout qu'on avait un professeur vraiment qui était bon. Il était, je crois, béninois ou togolais, quelque chose comme ça. Donc, ce professeur était tellement bon qu'il nous a pris depuis la seconde. Et moi, déjà, depuis la classe de 6e, j'excellais un peu en mathématiques. C'est pourquoi j'ai choisi la série C, scientifique. Donc, en terminale D, c'était encore plus facile pour moi. Et voilà où commence mon histoire de rêve bizarre. Maintenant, ce qui fait que quand je me suis rendu compte que la grand-mère était là et qu'elle était pour ça, je me suis dit, bon, je demande à maman, mais grand-maman, elle est venue pourquoi? Et maman dit, non, elle est malade, elle est venue se soigner, elle a mal aux pieds, elle a mal aux yeux. Ça fait un déclic dans ma tête. Il dit, mais c'est exactement la parole que m'a dit ce visionnaire-là. On sait que c'est possible. Alors, c'est que sa vraie mission, ce n'est pas venir se soigner, mais c'est plutôt empêcher. Parce que le gars, il disait qu'il m'a vu, j'étais assis sur une chaise en train d'étudier. Et ma grand-mère, par derrière, elle est venue fermer mon cahier, comme pour dire qu'elle veut m'empêcher d'étudier. Donc, de faire attention. Quand je vais aller, je vais la croiser là-bas. Donc, je me suis dit, OK, ceci étant, je vais prendre mes dispositions. Bon, comme le gars m'a dit ça dans cette église, alors il faut que j'y vais. Et c'est comme ça que je suis rentré, j'ai commencé à chercher, mais est-ce qu'il y a une église céleste ici? Ils m'ont montré une église céleste, la toute première église céleste de Benjerville. On peut dire que c'est nous qui l'avons construite, parce que c'est nous qui avons fait la jeunesse là-bas. Voilà. Donc, on est parti. On a commencé à prier. C'est là-bas que j'ai croisé un père spirituel vraiment qui était marginalisé de l'autre côté, parce qu'il voyait tellement clair que les grands de là-bas, disons, parce qu'il y a l'histoire des pays, les dîmes, vous connaissez les églises, non? Ils ont commencé à aider des jalousies, parce que le gars, il était vraiment un visionnaire. C'était ce qu'ils appellent un Olidja. C'est-à-dire qu'il voyait, il avait la source même de la vision. Donc, le gars, il te dit ça, c'est ce qui arrive. Bon, et il ne voulait jamais qu'on lui donne de l'argent. Fais le don comme tu veux, mais donc, ce qu'il faisait, qu'il faisait des visions, mais l'église, bon, bref, on ne va pas aller dans ce sens-là. Donc, le monsieur, dans ce comportement mauvais, bon, disons, dans cette négligence, cette jalousie qu'a porté l'autre, il a dû se détacher pour aller se mettre chez lui à la maison où il est resté. Voilà le problème aussi des choses. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Et où il est allé et resté et prier tranquille à la maison. Donc, souvent, c'est là-bas qu'on partait. Et lui, avant même de le croiser, j'avais fait un rêve dans lequel, c'est pour ça qu'on vous dit que les rêves sont vraiment, vraiment, vraiment importants. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, commencez à prier Dieu. Peu importe à qui vous croyez, mais commencez à prier. Parce que le rêve ou la vision nocturne, c'est une alerte que Dieu te fait. Et c'est un don. Vraiment, c'est important. Du coup, au passage, vous pouvez peut-être prendre le psaume 23 et puis le réciter, ou 24, le réciter avant de dormir. Ça va vous permettre de vous rappeler de vos rêves. Donc, je fais un rêve dans lequel je suis à l'église et je croise un père. Parce que le gars, il me disait, je me rappelle encore, le visionnaire de l'autre fois qui me parlait de ma grand-mère, il me disait, mais toi, tu dois être spécialement suivi par un visionnaire parce que tu fais partie de cette branche. Bon, je me demande, c'est quoi visionnaire? C'est quoi ça encore? Il me dit, non, tu dois être suivi par un visionnaire. C'est-à-dire, quand tu vas aller, cherche une église céleste et puis cherche un visionnaire avec qui tu dois rester. Il faut qu'un visionnaire te suive si tu veux vraiment recevoir ton bac. Donc, quand j'arrive dans cette église-là maintenant, sachant que la grand-mère est à la maison, moi, le dimanche, je cherche, je me promène. Je demande par-ci, par-là, et quelqu'un me dit, tiens, il y a une église céleste là-bas. Je me promène, et puis après, bien avant, je fais ce songe-là. Où j'arrive dans l'église, je croise un monsieur, et puis je lui dis, tu veux être mon père spirituel? Et puis il me dit, je t'attendais depuis. C'est maintenant que tu arrives. Et je me réveille. Je vais à l'église, je croise un jeune homme.
avec qui on est dans l'église, parce que je n'avais pas d'âme, parce qu'eux, ils ont des soutanes, moi, je n'avais pas de soutanes, j'étais en débraillé, là. Après, je vois un jeune homme là qui m'intrigue. Il s'approche de moi. Il me dit, ça va, tu es nouveau? Il dit, oui, ah, bienvenue. C'est rendu sorti. Non, je viens d'arriver à Benjerville, je n'ai pas d'amis. Il dit, non, t'inquiète. Mais je cherche un visionnaire. Il dit, tu cherches un visionnaire? Bon, moi, mon père est visionnaire. Je dis, ah, ton père est visionnaire. Et il est visionnaire. Bon, ici, il y a le chef du visionnaire. Mais lui, en ce moment, ils avaient eu les grades là. Donc, si on finit le culte, je vais t'envoyer chez mon père. Je le suis, on y va. Arrivé maintenant, son père, dès que je vois le personnage, je me rappelle en même temps du son du visage de la personne. Et il me présente, papa, voici un jeune qui est arrivé, il dit qu'il cherche un visionnaire, tout ça là. C'est pas c'est pour faire sa vision, mais voilà. Et lui me dit, assieds-toi. Je m'assois. Je lui dis, papa, bonjour. Eux chez eux, salut, alléluia. Il dit, papa, alléluia. Vraiment, excuse-moi de te déranger, mais je suis là parce que je cherchais un père spirituel. Et le gars me dit, il sourit, puis me dit, je t'attendais depuis. Le Seigneur m'avait déjà dit que tu allais venir. Je suis émerveillé, exactement comme dans mes rêves. Et puis on commence à causer. Je lui raconte ce que le visionnaire a dit. Il me dit, t'inquiète, laisse ça, c'est un petit problème. Il faut prier seulement. C'est comme ça qu'on commence à prier. Maintenant, je suis inscrit en terminale D. Voilà la partie intéressante. C'est pourquoi je suis en train. J'ai fait 15 minutes, mais c'est les 15 minutes là. C'est pour là où je voulais vous arriver par rapport au rêve. Il y a eu plusieurs rêves qui sont passés. Mais voilà le rêve qui m'a intrigué réellement. Je suis en classe. Je suis assis avec mon voisin qui est à côté de moi. Bien sûr que mon voisin. Et dans la classe, bizarrement, je me suis retrouvé dans une classe où il y avait, je peux dire, les 60% étaient des doublants. J'étais le seul nouveau. Et venant de là, bon, pas le seul nouveau, mais je crois 2 ou 3 personnes. Je dis bien les 60%, les 40% qui étaient nouveaux. Et quand je dis doublant, ça veut dire qu'il y a des triplés. Chez nous, on avait un jargon, on disait, il a le Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est un nouveau. Mais celui-là, il a la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il a fait 2 fois la terminale. Donc, il est au Nouveau et Ancien Testament. Vous voyez? Du coup, maintenant, il y a d'autres qui avaient fait 3 fois la terminale. Vous vous rendez compte? Ce qui fait que toi, tu viens juste d'une nouvelle classe de terminale, tu viens le lendemain, le tableau est gâté. C'est qu'ils ont, quand je dis gâté, ça veut dire qu'ils ont tellement écrit sur le tableau les X, les... Pendant qu'on n'a même pas encore commencé même à apprendre le discriminant, il y a certains qui étaient déjà, au-delà du discriminant, ils allaient déjà dans les fonctions, franchement, juste pour nous faire paniquer. L'école est... Et je profite de l'occasion en même temps pour dire que non, ne vous laissez pas intimider aussi ceux qui vont à l'école. Parce que vraiment, l'école aussi, c'est une jungle où certains sont là pour voler les esprits de l'autre. Et on en a entendu beaucoup d'histoires concernant les écoles. Donc, ils viennent pour vous troubler. Ils font des maths pas possibles au tableau. Tu arrives et tu dis, mais c'est quoi tous ces logarithmes nipériennes? C'est quoi toutes ces fonctions et sinusoïdales? Bon, tu as peur. Tu dis, mais tu vois, ça doit être difficile, hein? C'est comme ça, une fois, le procès n'était pas encore là. Bon, ce que je vous dis, c'est maintenant, avant, on avait déjà passé le 2e trimestre. On était dans le 2e trimestre, voilà. Donc, on avait déjà connaissance aux fonctions, tout ce que les gars faisaient depuis le 1er trimestre sur le tableau. On avait connaissance de ça. Et après, j'ai vu que c'était du n'importe quoi. C'est quand même du jeu. Donc, ce qui faisait que moi, j'étudiais dans un annal qu'on appelait Vulbert. Et Vulbert, c'est-à-dire que lui, il passait, c'est-à-dire que de la première rigue à directement la 3e rigue. C'est-à-dire quitte à toi de savoir comment est-ce qu'il arrivait là. Donc, quand j'allais au tableau pour résoudre des exercices, j'appliquais la méthode Vulbert. Ce qui faisait que ça fatiguait beaucoup, c'était en classe. Ils n'arrivaient pas à comprendre, ils n'arrivaient pas à me suivre. DMJ, je profite de l'occasion pour m'excuser déjà pour les minutes qui sont déjà trop, mais j'espère que tu me permets encore de continuer. J'y vais. Alors, quand j'ai fini de faire les maths au tableau, je viens, je m'assois à côté de mon voisin. Il y a un jeune frère qui devait monter et puis résoudre une fonction. On était dans la phase d'étude de fonction. Voilà, lui devait monter et puis commencer à faire sa démonstration ou bien commencer à résoudre le problème et puis bon, on est tracé. Je suis assis et paf! C'est comme c'était l'une des premières fois que j'ai ce qu'ils appellent une vision. Moi, je ne savais pas. L'oreille qui se s'ouvre. Il y a quelqu'un qui me dit, regarde. Je regarde, je suis surpris, je me tourne, je pense à mon voisin, dit, mais tu dis quoi? Il me dit, non, et tu m'as pas parlé. Il dit, non, j'ai rien dit. Ok. Je suis en train d'écrire, j'entends encore. Regarde. Je suis effrayé. Ensuite, je me pose la question, mais parce que j'avais appris à l'église céleste que quand tu entends cette voix aussi, tu poses des questions. Donc, j'ai demandé, mais je regarde quoi? Et j'entends, regarde au tableau. Je lève la voix, la tête, je regarde au tableau. Qui je vois? Le jeune frère qui avait fait 3 fois la terminale. Il était en train de faire les maths.
Je vais l'appeler V. Et mon voisin, D. Il dit, regarde. Je dis, mais pourquoi je dois regarder? Il dit, tu crois qu'il n'est pas intelligent? Il dit, mais il est en train de résoudre la fonction là, c'est qu'il est intelligent. Il dit, mais ça fait 3 fois qu'il fait. Il dit, oui, ça fait 3 fois qu'il résout comme ça les fonctions. Et je te dis, cette année, s'il a son bac encore, il mourra. Automatiquement. S'il a son bac, il meurt. Alors ses ennemis l'empêchent d'avoir le bac. Parce que, bon, disons pas ses ennemis veulent qu'il ait le bac, mais il y a une personne qui l'empêche d'avoir son bac. Sinon, il meurt. Tu comprends? Dis-lui ça, qu'il aille à l'église. Bon, la voix c'est quoi? J'ai entendu clair comme si c'était mon voisin qui me parlait. Et quand c'est fini, j'ai l'impression que mes oreilles se sont dépassées. Au début, j'avais un sifflement. Après, quand j'ai commencé à écouter, c'est comme s'il n'y avait plus de bruit autour de moi. Vous savez, quand vous avez la tête dans l'eau, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, quand la voix est finie, pouf, j'entends le bruit, le bavardage de la classe, les gens qui parlent, tout ça. Et je suis là, je suis chiffonné, je vous assure que je n'arrive pas à me contenir. Mon voisin voit qu'il y a, je lui dis, voit que ça ne va pas. Il me dit, mais Leonidas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai un truc bizarre qui vient de m'arriver. Il dit, quoi? Il dit, mais pendant que le jeune frère V est au tableau, voilà ce qu'il dit. Il envoie de lui dire. Il dit, mais Leonidas, moi, ça fait 2 fois que j'ai fait la classe. Lui, ça fait 3 fois, peut-être même 4 fois qu'il s'est passé, il ne peut pas nous dire la vérité. Mais tiens, donc, il faut lui dire. Il dit, mais non, comme il va prendre? Comme il va, parce qu'on connaît, pourquoi on dit oui que tu es sorcier, tu es comme ça, vous savez, dans la classe, c'était un peu compliqué. Certains viennent, ils ne te parlent pas. Il dit, non, dis-lui. Mon cœur battait, c'était la première fois que j'avais dit à quelqu'un, que j'avais vers quelqu'un pour lui dire, voilà. Mais est-ce qu'il comprendra? Est-ce ça? Est-ce qu'il comprendra? Il ne faudrait pas qu'il m'accuse de temps. Mon voisin dit, dis-lui, si tu ne le dis pas, moi je vais lui dire. Il dit, non, il ne faut pas faire ça. Je suis assis, jusqu'en sol. Et il y a la voix qui me dit, dis-lui. S'il meurt, c'est sur toi. S'il meurt, c'est toi. Tes mains seront sables. Je viens, je prends mon courage en main, je l'appelle. Il dit, Veille, s'il te plaît, je peux te parler? Il dit, ouais, on dit quoi? Comment tu vas, Leonidas? Il dit, non, je vais bien. Il dit, mais tu as vu l'exercice? Non, j'ai résolu, hein? Vous étiez là, que oui, c'était comme ça, j'ai pu résoudre. Dans l'anal, c'était juste. Il dit, oui, c'est vrai. Mais écoute, je vais te poser une question. Il dit, oui, dis-moi. Est-ce que tu crois en Dieu? Il dit, oui, je sais que Dieu existe. Excuse-moi, hein, je ne sais pas comment je vais te parler, hein, mais vraiment quand tu étais au tableau, voilà. Je ne sais pas, mais excuse-moi, je te répète encore, excuse-moi, mais voilà. Je vous assure que le jeune frère V, c'était quelqu'un de grand détail, il devait faire 1m90 comme ça. Il abaisse la tête. Et il remue la tête, il dit merde, je suis mort. Il va commencer à m'accuser pour dire je suis un sorcier, voilà, c'est des gens là qui sont là pour prendre mes décisions. Toi, mais tu vas échouer à ton bac, toi, mais tu vas mourir. Je m'attendais à ça. Et comme il est grand, il était plus grand de taille que moi, il soulève sa main. Il dit, c'est un bon tonton même. Il soulève sa main, il met sa main sur mon épaule et il me dit, Leonidas, tu sais que tu n'es pas le seul à me dire ça. Et oui, tu es la 3e personne qui me dit ça. Et si je le bac, je meurs. Voilà pourquoi j'échoue à chaque fois. Il dit, bon, c'était un réconfort total. Quand il me dit ça, je suis réconforté, comme si on avait jeté de l'eau, comme chez nous on dit, on a versé l'eau glacée sur toi. Voilà. C'était un réconfort total. Et je lui dis, bon, il me dit, oui, tu es la 3e personne qui me le dit. Il dit, mais mon frère, si tu sais que c'est la 3e, mais pourquoi tu ne vas pas à l'église? Il dit, non, parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne. Mais dis-moi, toi aujourd'hui, tu es venu me dire là, tu vas à l'église? Il dit, oui. Il dit, tu vas dans quelle église? Voilà le problème. Comment lui dire que c'est nous n'emporte pas Jésus là? Il dit, bon, écoute, franchement, il dit, non, dis-moi, tu es quoi, Ensemble de Dieu, Baptiste, tu es quoi? Il dit, non. Tu connais les églises où les gens ne portent pas Jésus habillé en blanc là? Il dit, Céleste, il dit, oui. Il dit, ok, je te suis dimanche. Je t'assure que, DMJ, j'étais étonné. Il dit, tu dis quoi? Il dit, oui, je te suis dimanche. C'est où dis-moi, c'est où? Je viens chez toi parce que on connaissait un peu notre maison, puisque tu n'es pas la ville, tu n'es pas encore grande. Elle n'est pas devenue comme maintenant. Il dit, oui, tu viens dimanche, je vais. Il dit, t'inquiète. Dimanche, le gars est là. On va à l'église. C'est comme ça le frère a commencé à devenir chrétien céleste. Il s'est fait porter une soutane, il s'est baptisé. Jusqu'à ce que les épreuves du bac arrivent. Quand les épreuves du bac, le bac est arrivé, bon, vous connaissez les décapis.
Nous, on est allé à l'église parce que le kit de l'église céleste, c'est ça. Tous ceux qui sont en classe des armées, vous rentrez en ce qui est, je ne sais pas comment ils appellent, une séance qu'ils appellent couvent. Vous rentrez en couvent où on prie pour vous, vous gênez et vous étudiez même là-bas. Vous pouvez aller à un couvent ferme ou un couvent, bon, pas ferme, vous pouvez rentrer à la maison, tout ça. Mais certains, on décrète un couvent ferme. Et là, les visionnaires se concentrent et ils vous disent, s'il vous plaît, certaines épreuves, je vous le dis, en vérité et en esprit. Je l'ai vu, j'étais présent et ça m'est arrivé à moi. On vous dit, même pas même que ça m'a, c'est les visionnaires qui sont venus nous dire. Même moi-même, j'en ai fait. J'ai vu les épreuves. Vous comprenez? C'est là la partie devient intéressante. La chose mystique est là. On va à l'église, un visionnaire arrive, on nous met tous en ligne. Et là, le gars, il se place, il se concentre, il dit, toi, passe à droite, toi, passe à gauche, toi, passe à derrière, toi, passe ici. Bon, tous ceux qui sont à droite là, étudiez et n'étudiez pas, vous aurez vos bacs. Tous ceux qui sont à gauche là, vraiment, ça sera difficile pour vous. Il faut qu'on gêne et prie pour vous. Tous ceux qui sont de l'autre côté devant nous là, vous, c'est même pas la peine même. C'est l'année prochaine vous allez faire le bac. Et j'avais une de mes connaissances qui était dans celle de gauche. C'était une fille. Et comment ça s'appelait? On l'appelait M. M était là-bas. Une jeune soeur de l'église, de choriste, qui chantait, qui priait. Et elle était dans le groupe de ceux qui vraiment, ce serait vraiment très carabinier pour eux de ne pas avoir le bac. Qui n'auront pas le bac, s'ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Donc tous ensemble, on était là, on priait, on jeûnait. On priait, on jeûnait, on priait, on jeûnait. C'est ainsi que moi, mon voisin et moi à l'école, j'ai même demandé à mon voisin s'il pouvait venir. Puisque le frère V est venu, mon voisin et D m'a suivi. Donc on était tous là, on priait. Maintenant, mon voisin il avait un de ses camarades qui était métis. Il était métissé, disons. C'est sa mère. Sa mère était, sa mère était ivoirienne, son père était blanc. Donc lui déjà, en terminale, il travaillait avec son oncle. En ce moment, c'était un temps où les gens faisaient la publicité des préservatifs. Son oncle avec une société de préservatifs. Donc, le gars, il avait le blé. Il était jeune comme nous, mais il avait vraiment le blé. Les filles venaient, lui, bon, vous connaissez les métis au pays, hein, ils battent le fer. Du coup, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Lui, comme il avait déjà l'argent, et lui, je crois que c'était sa deuxième fois. Et comme il avait l'argent, il disait que lui n'a pas besoin de venir prier, basta qu'il doit un peu l'argent aux gens, parce qu'il avait un circuit où il pouvait avoir le bac sans même fournir d'efforts. Je lui ai dit, bon, j'ai oublié son nom, celui-là. Je lui ai dit, mais tu viens, il a dit à mon ami, dis-lui de venir. Dis-lui de venir. Donc, techniquement parlant, on était, moi, mon voisin, il y avait V, la soeur en question et d'autres personnes qui étaient vraiment dans le CCD. J'ai compté 4 personnes, et plus le jeune métis. Et ça fait la 5e personne. Donc, c'était le cercle qu'on devait former et prier dans la circonstance. Mais lui, il s'est détaché parce qu'il avait de l'argent. Il disait que les églises, tout ça, lui, c'est pas son fort. Bon, de toutes les façons, il va nous donner de l'argent et puis bon, on va payer les bougies, faire lui ses cérémonies et autres. Mais lui, il sait déjà comment il va faire pour avoir son bac, c'est déjà assuré. Son nom lui assuré. Donc, j'ai dit à mon voisin, viens, comme toi, tu n'es pas céleste, pas comme le frère V, toi, tu fais ton don. Tu payes un carton de bougies, tu payes des fruits, tu payes tant, et puis tu viens, tu fais un don, on va prier, jeûner. Et puis bon, Dieu va avoir pitié de toi, qui sait. C'est comme ça, mon voisin, il a exactement fait ce que je lui avais dit, il est venu, il a fait son don. C'est comme ça, on a commencé à bosser, étudier. C'est pas parce que tu pries et que Dieu même te révèle des choses que tu ne vas pas étudier. Après, quand j'avais fini, bien avant, j'étais allé chez mon père spirituel. Donc là-bas, bien avant de porter les autres, là-bas, j'ai passé 3 jours de jeûne sec. Mon père spirituel m'a mis en jeûne sec. Et dans le jeûne sec, mon père spirituel m'a montré les épreuves. Il dit, ah tiens, voilà ce que j'ai vu. Mais comme lui, il n'avait pas fait la terminale, il m'a dit, voilà, j'ai vu un dessin en sciences naturelles. Parce que Dieu m'a dit que tu auras des problèmes là-bas. Voilà. Est-ce que tu as ton livre de sciences naturelles? Je dis, oui, j'envoie. Il ferme la page, il ouvre. Il prie d'abord, il ferme la page, il ouvre. Il dit, il faut étudier cette leçon-là. Ils vont vous donner ça. Et moi aussi, j'avais fait des leçons, tout ça, je lui expliquais et j'ai bossé comme ça. Il dit exactement. Au bac, c'est exactement ce qu'ils m'ont donné. Ce qui fait que j'ai pris 14 sur 20. Un exercice complet, je l'avais pris. Et vraiment, l'histoire est longue, les gars. Je ne sais pas si je vais m'arrêter là, parce que ça continue. Bon, DMG, excuse-moi, mais je vais devoir aller encore de l'avant. C'est comme ça que, quand j'ai fini maintenant avec tous ces gens, ensuite j'ai fait un autre songe où je me présente au résultat du bac. Où je croise des personnes, en allant au résultat, je croise des personnes. On me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je vais aller au résultat. Mais non, tu ne sais pas que ton nom est sur la liste de ceux qui ont passé le bac? J'ai dit, bon, je me réveille. J'ai dit à mon père spirituel, il me dit, tiens, dans le rêve, ils t'ont bien dit que ton nom est sur la liste de ceux qui ont passé le bac. Mais tiens donc, tu es en train de passer le bac, non? Oui, donc attends. Or, ça voulait dire que tu vas avoir le bac. Et lui, il n'a pas voulu me dire ça, pour ne pas
essayer de me donner la paresse d'étudier. Il me dit, étudie, tu vas voir que Dieu va te bénir. Ce qui fait que, après, il me dit, bon, comme tu as fini, il faut que tu ailles à la paroisse réelle. Il ne pas qu'on me dise que non, moi je t'ai envoyé, c'est quand tu es sorti là. Donc, va à la paroisse avec les jeunes qui sont là, qui passent le BPC, le bac, le CFP, tout ça. Donc, je suis parti, va faire le couvent comme tout le monde. C'est ainsi que je suis allé faire le couvent. Et j'ai demandé à mon ami, mon voisin, Evro, tout ça, de venir de temps en temps faire leur don, les prières. Donc, on était là-bas, une prière, jusqu'à ce qu'on ait fini. Une fois là-bas encore, j'ai fait un autre songe. Et dans le songe, je me retrouve dans la cour de l'église où je vois un cocotier. Et je vois le cocotier. Quand je regarde, je vois les noix de coco qui sortent. Il y avait des grosses noix, des petites, des moyennes. Et il y a une noix qui est tombée. Et quand je compte les noix, elles sont 5. Et la 5e noix qui était toute petite, elle est tombée. Bon, elle est petite, elle devait tenir. C'est la grosse qui devait tomber, mais la plus petite est tombée. Je me réveille, je dis, on me dit non. La grosse que tu as vue, c'est celui qui est plus grand parmi vous. La moyenne, c'est elle. Disons, tout détaillé. Et la dernière qui est tombée, vous devez être 5. Le 5, il est où? Il dit, ah, il est parti. On dit, bon, Dieu va gérer son cas. Je vous dis que, pour couper court, à la fin, Dieu avait déjà décidé que les résultats étaient déjà sortis. Et à ma grande surprise, ça a été exactement la même chose. J'ai eu le bac. La sœur en question qui a eu des difficultés, elle a eu le bac. Mon voisin a eu le bac. Mon voisin, pendant qu'on était en train de faire le bac, aux épreuves de maths, mon voisin s'est levé de sa place. Il est venu prendre ma feuille de maths. Merde. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai eu peur. Il a pris ma feuille de maths pour aller chez la copie. Et ensuite, il a mis le brouillon et puis il a fermé. J'ai tremblé parce que c'était triché ça. Or, si on te prenait en ce temps, c'était carrément 0. Et à ma grande surprise, l'examinateur, il venait vers moi. Et comme s'il savait que je suis en train de transférer à grosse course, il m'a demandé, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Mais si seulement il avait suivi ma feuille, il allait m'attraper. Donc, il m'a dépassé. J'ai dit, j'ai prié, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mon voisin a eu le kilo de s'élever. Parce qu'il était juste, il s'appelait D, il était juste de l'autre côté de moi. C'est-à-dire que j'étais là, si je tendais la main comme ça, je pouvais carrément le saluer. Donc lui, il a enjambé seulement l'aller et il a retiré ma feuille, parce qu'il ne lui piquait pas en maths. Mais Dieu a voulu que tout se passe bien. J'ai eu le bac, après avoir eu des révélations incroyables. Et à ma grande surprise, la grand-mère qui était là en mission pour m'empêcher, ça n'a pas marché. J'ai eu le bac. C'est pour vous dire quoi? La prière avant tout. Et c'est que certaines personnes ont la capacité de voir dans l'invisible. Certaines personnes ont la capacité d'entendre ce que d'autres n'entendent pas. Croyons, mais seulement mettons notre foi aussi en Dieu. Merci beaucoup. Désolé encore si j'ai pris trop de temps, mais c'était vraiment pour vous raconter cette histoire de vision nocturne, de songes qui vraiment s'avèrent. Parce que tout un chacun de nous a ce genre de connaissances-là. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne le courage. Priez, vous allez voir, c'est faisable. Merci et à toutes. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. DMG, je viens de penser à une histoire qui est arrivée à la petite sœur à mon père. Il y a 2 histoires qui sont arrivées à mes tantes. L'une, c'est la petite sœur à mon père. L'autre, c'est une cousine à mon père. Je vais commencer celle de la petite sœur à mon père parce que c'est celle que j'ai vécue en direct. J'étais encore petite à l'époque. Vous savez, dans le sud du Cameroun, chacun d'entre nous a une famille au Gabon. Donc, nous, principalement, on a une famille énorme au Gabon. Donc, ce qui se passe, c'est que ma tante, la petite sœur à mon père, à l'époque, elle était au Gabon. Et dans son Gabon, elle a rencontré un mec sur place. Elle était avec. Et ce monsieur, apparemment, était marié. Pas apparemment, c'était un homme marié. Donc, et les choses se faisant, ma tante l'avait complètement retourné le cerveau. Donc, le monsieur était exclusivement avec ma tante. Ça se ressentait dans son ménage, ça se ressentait dans son couple, ça se ressentait dans sa vie de tous les jours. Donc, ce qui se passe après, c'est que lorsque ce monsieur, sa femme a été au courant. Elle est d'une ethnie, parce que nous, c'est les Fang, c'est les... Voilà. Donc, elle est d'une ethnie que les Fang appellent au Gabon les Bilop. Je ne sais pas quelle est cette ethnie, parce que j'ai souvent été au Gabon quand j'étais petite.
pour des vacances, mais je ne connais pas les différentes ethnies du Gabon. Donc, un jour, apparemment, la femme, elle est venue, elle a dit à ma tante, laisse mon homme tranquille. Parce que nous avons des enfants, je suis mariée avec lui depuis longtemps. Je ne veux pas d'histoire, laisse mon homme tranquille. Ma tante, elle était belle parce que c'était une belle femme. Bon, je ne vais pas me cacher, dans notre famille, on est de belles personnes. Vraiment, ma tante, elle était belle, la peau très claire, les cheveux un peu... Elle était comme on dit, chabine. Donc, mais une très belle femme. Alors, ma tante lui dit, ah, dégage, ne me dérange pas, voilà, si ton mari t'aimait autant que ça, il serait avec toi à la maison, blablabla, bla. Bref, elle a fustigé la dame. Donc, le monsieur avait pris un appartement à ma tante logeait dans cet appartement, et dans cet appartement, la cuisine qu'elle avait, et la gazinière était au niveau de la fenêtre. Au niveau de la fenêtre. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, ou la dame, elle est venue, elle a mis quelque chose dans la nourriture, ou je ne sais pas. Personne ne sait ce qui s'est passé. On sait seulement que quand on est allé voir les Nganga, comme on dit chez nous, on lui a dit que, voilà, je ne vais pas avancer dans l'histoire sans parler d'eux. Donc, ma tante, elle a fait à manger, elle est partie dans la chambre, on ne sait pas ce qu'elle est allée faire. Bref, on vit sa vie chez soi. Et ma tante, dans sa maison, elle revient. Quand elle revient dans la cuisine, elle constate que la casserole qu'elle avait couverte est ouverte sur le côté. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, ça ne l'inquiète pas plus que ça. Le monsieur étant en déplacement, elle s'est servie à manger, elle a mangé. Une semaine est passée, 2 semaines est passée, la 3e semaine, ma tante est tombée malade. Malade. Quand on dit malade, elle était réellement malade, mais dans sa maladie. Quand je me rappelle, moi, étant toute petite, quand elle est arrivée chez nous, au village, elle avait une autre rangée de dents. Ça veut dire qu'on a une rangée de dents normales. Elle avait une rangée autre. Les dents poussaient à profusion dans sa bouche. Les dents poussaient à profusion dans sa bouche. Ça veut dire que la première rangée de dents qu'on a, elle avait une deuxième à l'intérieur et une autre à l'extérieur et ça lui faisait extrêmement mal. Donc, on l'a amenée chez un praticien, Nganga, comme on dit. Et là-bas, chez le Nganga, on nous a dit que c'est la femme du monsieur qui lui a mis quelque chose dans la nourriture à travers la fenêtre parce qu'elle a été arrogante avec cette dernière. On a essayé de soigner. Le tradit praticien a demandé à mon père et à mes autres oncles de ramener une colombe blanche, 2 colombes blanches pour le traitement de ma tante. Mais il a précisé qu'en arrivant au lieu chez lui, si les colombes sont vivantes, on va soigner ma tante. Mais si on arrive, les colombes sont mortes, c'est pas la peine. Et vous savez, quand on voyage avec les oiseaux dans une cage, on couvre souvent pour qu'ils ne soient pas trop stressés. Mon oncle est d'abord venu avec une première paire de colombes. Il est arrivé, quand ils sont arrivés là où le tradit praticien faisait, quand on ouvre la cage, les colombes étaient mortes. Le tradit praticien dit ça, c'est pas bon. On repart, on va chercher une autre paire de colombes. Quand on arrive, à peine on arrive chez le tradit praticien, les colombes étaient mortes. Et là, le tradit praticien dit à ma tante de parler. On a préparé la bassine de traitement et à l'époque, il n'y avait pas encore les prêtres, les pasteurs comme actuellement. On allait plus vers les tradis praticiens et machin. Le monsieur dit, je vais te mettre dans la bassine, je vais te laver, mais il faut que tu parles. Je vous assure, DMG, ma tante a fini par mourir. Elle n'a pas une seule fois ouvert la bouche pour dire A ou B.
c'est comme ça que ma tante est morte. De ce qu'elle a fait au Gabon, nous ne savons pas. Mais je dis, la rangée, elle avait 3 rangées de dents dans la bouche. 3 rangées de dents. Voilà. Personne jusqu'à aujourd'hui ne sait ce qu'elle a fait au Gabon, ni comment ça s'est passé, mais on sait tout simplement qu'elle sortait avec un homme marié et que c'est la femme du monsieur qui l'a touchée. Où elles se sont battues dans le mysticisme, nous ne savons pas. Parce que le tradit praticien ne lui aurait pas dit « parle » si elle-même aussi n'avait pas fait quoi que ce soit. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Likez, partagez, toute la famille DMG, likez, partagez et bien de choses à nous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Et là, DMG, je te dépose la 2e histoire de la cousine à mon père. La cousine à mon père, elle aussi, elle était au Gabon. Et au Gabon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, elle sortait avec un monsieur. Le monsieur avec lequel elle sortait, c'était un... Comment je peux dire ça si on parle de... je ne sais pas si je prononce bien. À l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Ils disaient Kourmanja. L'équivalent de brigand, de gangster, de coupeur de route au Cameroun, quoi. Et apparemment, avec ce monsieur, la cousine à mon papa, ils avaient fait un pacte de sang. Que si l'un mourait, l'autre ne resterait pas, ou je ne sais pas, les clauses de leur pacte de sang, je ne saurais vous dire. Alors, ma tante, elle vit au Gabon, et du jour au lendemain, elle est tombée malade au Gabon. On l'a renvoyée chez nous. Elle est arrivée chez nous, elle allait mieux. Elle allait mieux, mais ça n'a duré que 1 ou 2 mois. Pendant les 1 ou 2 mois, elle est de nouveau tombée malade. Mais tombée malade, on va à l'hôpital, il n'y avait rien. On a d'abord pensé que c'était de la tuberculose. Non, elle a commencé mais à dépérir. Excusez-moi. C'est là où on l'amène chez un nganga, un tradit praticien qui était vers chez nous là-bas. Pardon. Ce tradit praticien, il a commencé à la soigner. Et pendant que le tradit praticien la soigne, un matin, ils ont vu une belle voiture qui arrivait dans la cour, qui s'est garée, et parce qu'elle allait déjà relativement mieux. Mais on ne l'avait pas encore libérée. La voiture s'est arrêtée. Le tradit praticien était absent. La voiture s'est arrêtée. Et lorsque la voiture s'est arrêtée, 2 messieurs sont sortis de la voiture. Il y avait un qui était le chauffeur et l'autre, c'était le monsieur avec qui ma tante sortait. Ce monsieur, il est entré chez le tradit praticien. On lui a demandé qui il voulait voir. Il dit, je veux voir Georgette, il faut que je discute avec elle et tout. Et là, ma tante, elle est sortie de la case qu'elle occupait chez le tradit praticien. Elle a embrassé son homme, patati patata. Bref, les gens voyaient la scène. Le monsieur, il est venu lui rendre visite, machin. Elle a expliqué que c'était son homme au Gabon, machin, patati patata. Le monsieur, il est resté jusqu'à un moment. Après, il est remonté dans sa voiture, il a laissé un peu d'argent et tout. Il est remonté dans la voiture, ils ont démarré, ils sont partis. Mais ce qui était bizarre, c'est que ça coïncidait exactement avec le moment où le tradit praticien sortait de forêt de chercher le traitement. Et là, la femme du tradit praticien lui dit, il y a un monsieur qui est venu voir Georgette ici, il était comme ça. Le tradit praticien dit, c'est pas bon. Sa femme lui demande, mais pourquoi? Mais c'est son homme avec qui elle vit, machin. Le tradit praticien dit, c'est pas bon.
Parce que je ne vais pas vous cacher, là, je ne sais même pas si le combat que je vais livrer servirait à quelque chose. Il est allé voir ma tante Georgette. Dis-moi, Georgette, qu'est-ce que tu t'es dit avec ton homme? Elle n'a pas dit un mot. Qu'est-ce que tu t'es dit avec ton homme? Elle n'a pas dit un mot. Et c'est là où le tradit praticien dit, mais tu sais toi-même que tous les deux, vous avez fait un pacte de sang. Et tu sais qu'actuellement, il a été tué au Gabon. Et quand tu l'as vu arriver ici, tu savais très bien qu'il est venu pour te chercher. Il n'est pas venu pour te rendre visite. Et les gens qui l'ont vu physiquement, oui, ils l'ont vu, mais toi-même, tu sais qu'il est déjà mort au Gabon. Tout ce qu'on a encore fait comme traitement pour soigner, ma tante l'a soignée. Le soir même, elle est tombée malade, beaucoup plus malade qu'elle ne l'était avant. Elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus, elle n'ouvrait même plus les yeux. Et environ 3-4 jours après, elle est décédée. Donc, le monsieur était venu pour la chercher. Et comme elle avait discuté avec lui, parlé, on ne sait pas ce qu'ils s'étaient dit, ils s'étaient embrassés, elle l'avait accompagné jusqu'à la voiture. En fait, elle a laissé son âme partir avec lui et ce n'est que son corps physique qui est revenu devant les gens, quoi. Donc, voilà les deux histoires que je voulais déposer ce jour. Je vais nous demander à la communauté de DMG, nous tous de partout le monde, de liker, de partager et que cette page continue de nous édifier, de nous parler des choses que nous ne comprenions pas avant, mais qui aujourd'hui essayent de transparaître dans nos vies. Même les petites choses sont souvent importantes, les petits détails que nous faisons. Les histoires de pacte de sang, mesdames, l'amour n'a pas besoin de pacte, l'amour n'a pas besoin de certaines choses. L'amour n'est pas conditionnel. Un amour qui n'est pas conditionnel n'est pas sincère, n'est pas libre, n'est pas... L'amour n'exige pas de contraintes. Les contraintes viennent seules de par ce que l'on ressent. Je vous embrasse tous, je vous aime. Les auditeurs de DMG, parce que je suis une fidèle auditrice. Hein. Au revoir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si toi tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao, ciao.